Bonjour, je suis Marion Martinelli, je suis psychologue. Vous êtes en train de visionner la deuxième partie du cours sur la dissociation d'origine traumatique. Voici un récapitulatif du plan général de ce cours. Et cette seconde partie va se focaliser sur les définitions des termes d'intégration et de dissociation. La dissociation peut être dite normale, traumatique, péritraumatique ou post-traumatique, ainsi que la présentation des différentes pathologies dissociatives. Dans cette partie sur les pathologies dissociatives, je vous expliquerai ce que signifie chacun des symptômes dissociatifs. Comment est-ce qu'on peut les interpréter? Par exemple, la déréalisation, les flashbacks ou encore la dépersonnalisation, etc. Comment est-ce qu'on peut les interpréter sous l'angle de la dissociation? On commence tout d'abord par la partie dédiée à la définition de tous ces termes qui peuvent paraître à première vue un peu barbares, mais qui, rassurez-vous, sont très faciles à comprendre. Dans la vidéo numéro 1 sur 4, qui correspondait à l'introduction de ce cours, je vous proposais une définition de la santé mentale qui se prête parfaitement au concept d'intégration et de dissociation. Je la reprends ici parce que ça vient introduire cette partie du cours. La santé psychique, elle se caractérise par la capacité d'intégration de façon à unifier en une seule personnalité un large éventail de phénomènes psychiques. C'est la définition de Matthes et Delucci. Commençons donc par la notion d'intégration, qui fait appel à ce qu'on appelle communément la conscience de soi, qui elle-même répond à cette question existentielle: qui suis-je? La conscience de soi, ça comprend les souvenirs, mais aussi les valeurs qui sont les miennes, mes convictions sur les autres, mes convictions sur le monde qui m'entoure et sur moi-même. La conscience de soi, c'est tout ce qui reste stable à l'intérieur de moi, même quand tout est chamboulé. Le concept de soi profond, c'est un des 6 piliers de la thérapie ACT, la thérapie d'acceptation et d'engagement. Même mes expériences négatives font partie intégrante de mon histoire et me permettent d'évoluer. Retenez bien ces deux notions importantes parce qu'elles nous permettront de comprendre juste après l'origine de la dissociation traumatique. J'imagine bien qu'à la lecture et à l'écoute de ces mots, ça ne doit pas être évident pour vous de vous faire une idée claire de ce concept aussi simple que compliqué. Dans ce sens, je vous encourage à visionner la vidéo que j'ai enregistrée sur la chaîne YouTube de la Psychiatrie du Soleil sur le thème du soi profond. Vous trouverez les liens en descriptif de la vidéo aussi dessous, mais si vous tapez dans la barre de recherche sur YouTube les mots-clés Martinelli, soi profond, vous tomberez dessus très facilement. Vous pouvez également visionner, si ce n'est pas déjà fait, les 4 vidéos du cours magistral sur la thérapie d'acceptation et d'engagement. Toujours pareil, en tapant les mots-clés dans la barre de recherche. Pour faire simple, l'intégration, c'est l'union des différents aspects de notre personnalité dans un ensemble cohérent et une image de soi stable, qui crée une cohésion entre notre histoire de vie, ce que j'ai vécu par le passé, et notre identité propre, ce que je suis maintenant. Elle intègre dans notre fonctionnement une image de soi qui est stable et des comportements qu'on va qualifier de prévisibles. La capacité à distinguer le passé du présent, c'est cette capacité à se connecter à ce qui est là, ici et maintenant, même quand nous pensons à des choses du passé ou à notre futur. La flexibilité et la souplesse du comportement face aux événements de la vie que l'on rencontre, et une attitude affirmée pour faire respecter ses droits en tenant compte de ceux des autres. On ne tombe pas dans le piège de la soumission, ni de la domination ou encore de la ruse dans nos rapports aux autres. Et enfin, la possibilité de changer nos réactions automatiques sans pour autant se sentir en danger. C'est ce que moi, en tant que thérapeute, je remarque le plus souvent avec les patients dissociés, c'est la peur du changement, pour ne pas dire la peur phobique du changement. Et qui dit peur, dit danger. Parce que pour eux, changer, c'est risquer de se mettre dans des situations de danger, comme ça a été le cas auparavant, lorsqu'ils n'ont pas su se protéger du malheur qui leur est arrivé.
Donc, l'intégration, c'est cette capacité à entreprendre un changement de ses réactions automatiques, sans pour autant se sentir en danger. La dissociation normale ou temporaire commence lorsque notre capacité à intégrer les éléments de notre vie est atteinte, même ponctuellement. Un état de fatigue, du surmenage ou une maladie, ou expliqué par la prise d'un produit, l'alcool, les drogues ou des médicaments. Ce sont des périodes généralement assez courtes, quelques heures, pendant lesquelles nous pouvons être amenés à souffrir de perte de mémoire partielle et durant lesquelles on peut se sentir un peu déconnecté de la réalité ou à côté de la plaque, en train de planer ou encore au ralenti, rapportant des signes de troubles de la concentration ou encore une anesthésie des sens, une anesthésie des émotions. Ce concept qui explique dans certaines circonstances que je vous ai citées, en fait, l'échec de l'intégration des expériences de vie comme faisant partie de notre histoire personnelle et de ce qu'on a vécu ces dernières heures ou ces derniers jours, rejoint un autre concept qu'on appelle communément la fenêtre de tolérance ou zone optimale d'apprentissage. C'est une théorie selon laquelle, en deçà d'un certain niveau d'activation interne, donc ici, représenté par la ligne rouge, en deçà d'un certain niveau d'activation interne, il n'y a pas assez de stimulation ou d'émotion pour permettre l'apprentissage, l'ancrage de l'expérience dans les réseaux neuronaux. Mais au-delà d'un certain niveau d'activation, représenté par la ligne rouge d'en haut, au-delà d'un certain niveau d'activation nerveuse, s'il y a trop d'activation nerveuse, on peut parler de débordement traumatique pouvant générer notamment un blackout. Je vous parlais en introduction de Pierre Janet. Il explique que dans ce phénomène résulte, je le cite, un moi dissocié accompagné d'amnésie et d'un sentiment de dépersonnalisation. La dissociation, elle devient pathologique lorsque ces signes que je vous ai cités dans la diapo précédente s'inscrivent dans la durée. L'expérience de vie est si menaçante, si bouleversante, que l'individu n'a pas la capacité à intégrer cet événement dans son histoire de vie. Il préfère, inconsciemment évidemment, la rejeter comme ne lui correspondant pas. En particulier, dans les situations où le soutien social et le soutien affectif sont manquants. C'est une stratégie de survie ou d'adaptation pour pouvoir reprendre une vie normale. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une partie de la personnalité qui reste bloquée dans l'expérience traumatique, c'est la personnalité émotionnelle dont je vous parlais en introduction, alors qu'une autre partie continue son évolution comme si de rien n'était, en évitant le plus possible d'avoir à revivre l'expérience douloureuse. C'est la personnalité apparemment normale, la panne. Ces deux parties de la personnalité peuvent fonctionner de manière très distincte l'une de l'autre, au point de créer chez certaines personnes une vraie zone de guerre dans son propre monde intérieur, qui engendre des troubles émotionnels, des troubles du comportement, des douleurs chroniques, des maladies auto-immunes, etc. Dans ce contexte théorique, quels sont les liens et les différences entre une dissociation qui va être juste péritraumatique, donc autour les heures qui vont entourer, les heures et les jours qui vont entourer le traumatisme, et une dissociation qui deviendra pérenne, c'est-à-dire plus structurelle de notre fonctionnement intime, du fonctionnement intime de l'individu, autrement dit, entre le trait dissociatif et l'état dissociatif. Évidemment, vous le savez certainement, la dissociation est significativement plus élevée si le traumatisme est chronique, sévère et précoce. C'est ce que avancent les chercheurs Dell et O'Neill en 2019. Alors que l'accordage psychobiologique de la figure parentale, les auteurs parlent essentiellement de la relation mère-enfant,
Donc l'accordage psychobiologique de la figure parentale aux états d'activation de l'enfant favorise significativement la relation d'attachement. En effet, lorsque cette co-régulation émotionnelle parentale est insuffisante ou carrément inexistante, l'enfant est confronté à un débordement dans sa fenêtre de tolérance. Faute de pouvoir combattre, faute de pouvoir fuir, il est donc forcé de recourir à la dissociation. On peut aussi appeler ça le figement, le freeze, pour survivre et limiter les dégâts causés par cette activation prolongée de son système de stress. C'est Peter Levine, docteur en sciences médicales et docteur en psychologie, qui s'est penché sur ce sujet. Il a identifié un si puissant mécanisme de survie présent chez tous les mammifères, qui consiste à se figer ou s'immobiliser dans les expériences traumatiques où l'individu ne peut ni s'enfuir, ni négocier avec l'agresseur, ni combattre. Ce qui est quasiment toujours le cas chez les enfants, notamment dans les traumatismes liés à des agressions sexuelles. C'est un état de figement. Chez l'être humain, la sortie de ce phénomène dissociatif ne se déroule pas comme chez l'animal. Il faut savoir que chez l'animal, ça va se matérialiser par une forte secousse nerveuse qui va permettre en fait d'évacuer d'un seul coup toute la tension interne qui a été contenue pendant le figement. Et malgré même une apparence de mort de l'animal, ou de grande passivité en fait vue de l'extérieur. Chez l'être humain, il a été mis en évidence que la stimulation du système relationnel, et avec lui les mécanismes de l'attachement, la production d'ocytocine, a un effet antagoniste du figement, du mécanisme de figement et du stress relationnel. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est recommandé, après un traumatisme, de passer beaucoup de temps avec ses proches. D'autres auteurs ajoutent que le langage permet la création d'un récit narratif et l'échange verbal connecte l'expérience au soi et donc va permettre l'intégration des affects, l'intégration des pensées et des informations sensorielles du trauma dans son histoire personnelle. Ce qui appuie sur l'importance de la réactivité parentale, de la construction d'un récit autobiographique autour du trauma et de la relation d'attachement et de soutien à la personne qui a vécu le traumatisme. C'est dans ce sens qu'on peut faire un lien direct entre dissociation et trouble de l'attachement. J'espère que c'est clair pour vous. Je récapitule brièvement ce que j'ai dit précédemment. Dans la dissociation traumatique, on retrouve la plupart des signes cliniques de la dissociation normale, mais cette fois-ci, l'origine de la perturbation n'est pas liée à la fatigue, au surmenage ou à la prise de toxiques, mais elle est liée au conflit entre les différentes parts de nous-mêmes. L'expérience traumatique crée un état de conscience dissocié, séparé de l'origine de la perturbation du sujet, donc séparé du trauma. Dans l'état dissociatif, la conscience va s'approprier et rejeter en même temps l'expérience traumatique, ayant pour conséquence une fragmentation chez la personne qui construit la conscience d'elle-même sur des expériences de vie qui ne lui correspondent pas vraiment. Quand je dis que la conscience s'approprie et rejette en même temps, c'est que la conscience s'approprie l'expérience traumatique parce qu'il faut qu'elle se l'approprie pour pouvoir mettre en place des mécanismes de défense pour que plus jamais ça ne survienne. Et en même temps, elle le rejette parce que c'est trop dur de se dire que ça fait partie de nous. Et d'ailleurs, lors de la première vidéo de ce cours, la partie 1 sur 4, dans les plaintes spontanées des patients, on a souvent la phrase l'enfant qui a vécu ça, c'est pas moi. Cet enfant intérieur, je veux pas le voir, je ne suis pas une victime, etc. Donc là, on retrouve la notion de rejet. La conscience de soi, elle devient donc multiple, avec des difficultés à lier ces parties et à les intégrer à une seule et même personne. On appelle cela les parties dissociatives de la personnalité. On peut ainsi entendre des témoignages disant « Je ne suis pas celle qui a vécu ces choses horribles, c'est comme si c'était pas moi qui les avais vécues,
je suis pas cette personne-là, je suis pas cet enfant-là, etc. Je finis sur cette partie en citant Phillips et Fredericks, auteurs du livre Psychothérapie des états dissociatifs, guérir le moi divisé. Ils expliquent que la dissociation spontanée est une réaction d'adaptation à la fois positive sur le moment et désastreuse à long terme. Et j'utilise cette image de l'enfant qui porte un masque à gaz parce que les personnes dissociées à la suite d'un trauma sont semblables à cet enfant, c'est-à-dire qu'elles fonctionnent souvent avec des comportements impulsifs, très régressifs, et sont dans leur vie quotidienne en mode survie. Et je leur explique qu'on ne peut pas vivre en portant un masque à gaz constamment sur le visage, que ça entrave évidemment trop nos relations aux autres, ça affecte trop nos relations d'attachement et d'intimité avec les autres. J'ouvre une rapide parenthèse pour vous présenter les 3 dimensions de la dissociation liée au traumatisme. Elle peut être primaire, secondaire ou tertiaire. Je vais vous présenter dans cette vidéo 3 pathologies, une dans chacune de ces 3 dimensions. L'état de stress post-traumatique, simple, l'état de stress post-traumatique complexe et le trouble dissociatif de l'identité. Vous retrouverez ce tableau dans l'article de Mathès et Delucci cité en référence en bas de la diapo. Avant de passer à la présentation des pathologies et la signification ainsi que l'intérêt adaptatif des symptômes dissociatifs, je voulais juste ajouter que chez les patients qui présentent une dissociation structurelle primaire de la personnalité, la désensibilisation des souvenirs traumatiques peut être assez rapidement intégrée à la thérapie, alors que les dissociations structurelles secondaires et tertiaires, qui reçoivent souvent aussi un diagnostic supplémentaire de troubles de la personnalité, ne dépassent la phase de stabilisation qu'après plusieurs mois de thérapie. On passe maintenant à la deuxième partie qui va s'intéresser aux différentes pathologies dissociatives. Donc on commence par les symptômes dissociatifs et ensuite on fera les 3 pathologies que je vous ai citées et je vous présenterai très rapidement les autres troubles dissociatifs. Alors les symptômes dissociatifs, on en retrouve 7 qui sont les suivants. Nous allons les décrire tous au cours des diapos suivantes. Les intrusions dissociatives, la perte soudaine des sensations physiques, la perte des compétences ou des fonctions, la perte de la notion du temps, les amnésies dissociatives, la déréalisation, la dépersonnalisation. Il faut savoir que ces symptômes ont les spécificités suivantes. Ils ne sont pas permanents, ils ne sont pas expliqués par une maladie physique, ils sont expliqués par d'autres parties de notre personnalité qui fonctionnent séparément les unes des autres. Et dans ces autres parts de la personnalité, on peut retrouver des symptômes inverses. Par exemple, une part de nous est insensible alors qu'une autre est hypersensible. Une part de nous est soumise alors que l'autre est dominante. Une part de nous est introvertie alors que l'autre est extravertie ou passive et agressive, etc. Pour illustrer mes propos et rendre un peu plus simple l'organisation de ces symptômes, je vous propose un tableau que j'ai trouvé dans le livre de Joanne Smith qui s'intitule Psychothérapie de la dissociation et du trauma, qui distingue en fait les troubles psychoformes des troubles somatoformes, avec chacun d'eux les symptômes positifs et les symptômes négatifs. Un moyen mémotechnique facile pour ne pas confondre les symptômes positifs et négatifs, notez que les symptômes positifs sont présents en plus d'un fonctionnement normal, comme des flashbacks, des intrusions, des hallucinations, alors que les symptômes négatifs représentent un déficit par rapport à un fonctionnement normal, comme par exemple des pertes de mémoire, la dépersonnalisation ou la déréalisation sont des symptômes négatifs aussi. On commence donc par les symptômes dissociatifs psychoformes positifs, parmi lesquels on retrouve essentiellement les phénomènes d'intrusion par la survenue de pensées ou d'émotions qui viennent a priori de nulle part
et qui arrivent a priori sans prévenir. Les intrusions dissociatives sont le symptôme dissociatif le plus fréquent. Ce sont des expériences qui surviennent donc de nulle part et dans des moments assez inattendus, accompagnés d'un sentiment de perte de contrôle sur son corps et sur ses pensées. Par exemple, les flashbacks d'expériences traumatiques, des douleurs inexplicables dans le corps, des voix qui commandent ce que nous faisons pour nous mettre en garde, par exemple. Comme pour tous les symptômes dissociatifs, il y a toujours une explication à leur présence dans le fonctionnement de la personne. Dans le cas des intrusions dissociatives, l'explication est la suivante. Ces expériences surviennent lorsqu'une partie dissociée de soi tente d'entrer en contact avec notre conscience du moment présent. Elle a toujours pour but de faire passer un message important à la conscience et vise à connecter pendant un instant ces parties dissociées entre elles. Il est important dans la thérapie de comprendre d'où elles viennent et ce que ces intrusions peuvent signifier pour le patient. On remarque que la principale difficulté à accéder à cette signification, en fait, c'est que le patient ne parvient pas à trouver les mots pour décrire les signes physiques, les signes cliniques de ces expériences. En d'autres termes, je veux dire qu'en devenant plus conscient de son vécu intérieur, par le travail thérapeutique de la pleine conscience par exemple, on apprend à mieux situer dans le corps ces symptômes, à les conscientiser pour mieux comprendre leur sens. On passe ensuite aux symptômes dissociatifs psychoformes négatifs. On traitera ici des amnésies dissociatives et des symptômes de dépersonnalisation et de déréalisation. Les amnésies dissociatives, tout d'abord. L'amnésie, c'est la perte de mémoire des événements importants de notre enfance, par exemple, mais l'amnésie peut aussi concerner une période spécifique de temps dans notre vie passée. L'amnésie dissociative est toujours stress-dépendante. Par exemple, ne pas savoir comment on est arrivé là, ce qu'on a fait pendant plusieurs heures, qui on a vu, ce qu'on a dit, ce qu'on a fait, etc. J'avais une patiente qui, suite à des moments d'amnésie, en fait, qui duraient plusieurs heures, devait en fait reconstituer ce qu'elle avait fait pendant, comme un enquêteur de police, en fait. Hein. Si le frigidaire était plein, donc elle comprenait qu'elle était allée faire des courses. Selon ce qu'elle trouvait dans la poubelle, elle identifiait ce qu'elle avait mangé, souvent compulsivement. Ou encore, elle interrogeait ses proches un peu pour reconstituer la soirée de la veille. Comme je le disais plus tôt dans la vidéo, ce sont des choses que l'on peut potentiellement vivre après une soirée bien arrosée, mais là, on parle bien de symptômes dissociatifs structurels et non réactionnels à une prise de drogue ou une consommation d'alcool ou de médicaments. L'explication, c'est qu'il y a une part de nous-mêmes qui cherche à protéger notre intégrité psychologique et ou physique en ne mémorisant pas l'action en cours. Si on reprend le concept de la fenêtre de tolérance, on parlait tout à l'heure, lorsque l'intensité émotionnelle est trop forte, d'un ancrage en mémoire qui ne fonctionne plus. Le mécanisme de blackout se met en route pour ne pas se souvenir de ce qui a été bouleversant, et ça peut devenir un mécanisme de défense qui se met en route même quand on va juste faire ses courses. J'avais un patient qui me disait que le jour où il a été convoqué par son patron pour se faire remonter les bretelles à cause d'un travail qui n'était pas suffisamment bon à ses yeux, l'entretien s'est déroulé sans qu'il ne se souvienne de rien. Il n'entendait pas ce que disait le patron et il n'a rien mémorisé de ce qui a été dit. On remarque que dans ce contexte-là, l'intégrité psychologique du patient est préservée, l'empêchant de se prendre en pleine figure à quel point il n'a pas été à la hauteur aux yeux de sa hiérarchie. Mais il peut également s'agir d'une partie de soi qui exécute des actions dont une autre part de nous n'a pas conscience, ou une conscience très limitée. Dans les cas les plus extrêmes, il peut même arriver que certaines parts de notre personnalité peuvent avoir des amis que d'autres parts ne reconnaissent pas. Comme si on ne connaissait pas ces personnes, mais bon, ces symptômes qui sont quand même assez extrêmes ne se retrouvent quasiment que dans le trouble, le TDI, dont on parlera tout à l'heure, le trouble dissociatif de l'identité.
La dépersonnalisation, c'est être étranger à soi-même. Ça peut être assimilé à une forme d'altération de la conscience que l'on retrouve dans différents troubles psychiques. Dans le symptôme dissociatif de la dépersonnalisation, on peut par exemple avoir la sensation de se regarder vivre. Les patients décrivent un sentiment d'être irréel, de ne pas être capable de contrôler leur action, comme un sentiment d'aliénation qui les ferait passer à côté de leur vie. L'aliénation, c'est un retrait psychique et psychologique de la personne vis-à-vis du monde qui l'entoure, comme si elle était coupée du monde extérieur. L'explication, c'est qu'il y a une part de nous-mêmes qui regarde la scène se dérouler comme si on était extérieur à soi, un observateur de la scène plutôt que l'acteur principal. Cette compétence de l'esprit, c'est d'abord un mécanisme de défense qui permet à la personne de mettre à distance les événements qui pourraient être trop bouleversants pour elle. Cette compétence pourrait s'activer dans des situations plus anodines de la vie. Le sentiment de fragmentation de soi peut être également vu comme une forme de tentative de prise de conscience de nos parties qui sont dissociées. La déréalisation, quant à elle, ou sentiment d'étrangeté, ce sont les situations ou les personnes qui, autour de nous paraissent irréelles. Par exemple, avoir l'impression de visiter sa propre maison comme si c'était celle de quelqu'un d'autre, d'évoluer sur une scène de théâtre, d'entendre loin les voix des personnes qui sont près de nous, ou encore de rencontrer pour la première fois un de nos proches. L'explication, c'est qu'une partie de notre personnalité vit encore au temps du trauma. Le passé et le présent vont s'entremêler, et c'est pour cette raison que les patients ne perçoivent pas le moment présent comme étant la réalité absolue, créant ainsi une sensation de trouble. J'avais une patiente, par exemple, qui avait une peur panique, une angoisse de mort, une peur panique de la mort, alors qu'elle était jeune, elle était en bonne santé, tout allait bien pour elle, sa famille était très présente, aimante autour d'elle. Et donc, en fait, il n'y avait aucune raison valable, a priori, d'avoir peur de la mort. Elle était très déprimée, donc elle avait tendance à passer à côté de sa vie, ne faisait rien de particulier, ou en tout cas qu'elle trouvait, elle, productif à son goût. Et donc, elle a mis en place un mécanisme de déréalisation pour pouvoir expliquer, justifier cette angoisse de mort. Donc dans son mécanisme de déréalisation, en fait, elle m'expliquait que dans sa perception des choses, en fait, elle ne vivait pas au XXIe siècle sur la planète Terre, elle vivait un autre moment sur peut-être une autre planète ou dans une autre réalité en tout cas, dans laquelle en fait cette autre réalité c'était la vraie elle et qu'elle était en train de mourir. Donc elle m'expliquait qu'elle était en train de mourir dans cette réalité-là et qu'en fait pour lui éviter de subir la souffrance d'être en train de mourir et la conscience d'être en train de mourir qui est absolument insupportable, avec les techniques médicales de cette réalité autre, il l'avait projetée en 2021 sur la planète Terre. Et donc, en fait, elle était complètement dissociée en fait, entre deux parts d'elle. Une qui était présente ici et maintenant avec moi en thérapie et une autre qui était ailleurs en train de mourir. Et finalement, c'est en comprenant que l'angoisse de mort est au centre et la raison pour laquelle elle a mis en place ce mécanisme de la déréalisation pour justifier que c'est normal qu'elle ait peur de la mort puisqu'elle est en train de mourir ailleurs, que du coup après le travail thérapeutique a été centré sur l'angoisse de mort. Je vous donne cet exemple qui est un petit peu complexe, j'espère que c'est clair pour vous montrer que la déréalisation ce n'est pas que un symptôme psychotique, on peut aussi en essayant de le comprendre orienter la thérapie en fonction de ce qu'on aura compris pour chaque patient évidemment parce que chaque histoire est unique. On va aller un peu plus vite pour les deux autres catégories suivantes. En commençant par les troubles somatoformes négatifs, on retrouve la perte de contrôle,
perte soudaine des sensations physiques, la perte des compétences et la perte de la notion du temps. La perte soudaine des sensations physiques, c'est ne plus ressentir son corps ou ses émotions jusqu'à en devenir émotionnellement ou physiquement insensible. On retrouve également la perte des compétences ou fonctions. La personne perd subitement une compétence qu'elle possédait auparavant. Par exemple, elle n'arrive plus à conduire une voiture, elle ne sait plus gérer son argent. La perte de la notion du temps, difficulté à s'orienter dans le temps, impression que le temps passe trop vite ou trop lentement, etc. Dans cette partie très psycho-éducative qu'on peut reprendre avec le patient lors de sa thérapie, on peut lui demander en travail à domicile de cocher les symptômes dissociatifs qui auront été présents au cours des jours qui suivent l'entretien. Le sentiment de division de sa personne, par exemple, vous entendez parler, vous vous entendez penser, comme si ces mots qui sont prononcés ne vous appartenaient pas vraiment. Vous avez le sentiment de ne pas contrôler ce que vous dites, ni ce que vous faites. Pour l'amnésie partielle ou totale, vous découvrez quelque chose qui n'a pu être fait que par vous. Pourtant, vous n'en avez aucun souvenir. Vous vous retrouvez dans un lieu sans savoir comment vous y êtes arrivé, etc. Le sentiment d'être étranger à soi-même, vous avez l'impression d'être en dehors de votre corps, vous vous regardez bouger, aller et venir comme si vous étiez spectateur de vous-même. Puis vous en avez d'autres, être étranger à son environnement, l'anesthésie émotionnelle, l'hypersensorialité, les pensées intrusives, la perte de compétences, etc. On va passer à l'état de stress post-traumatique, c'est la première pathologie que je vous présente. Donc, état de stress post-traumatique simple, je le spécifie. Alors, il y a différents critères. Le critère A, c'est avoir été confronté à la mort ou à une menace de mort, à une blessure grave ou des violences psychologiques, physiques ou sexuelles. Le critère B, c'est celui qui nous intéresse le plus, c'est la présence d'intrusions, d'événements traumatiques comme des flashbacks, des cauchemars, des réactions dissociatives, agir comme si l'événement traumatique se reproduisait à l'identique, par exemple. Des réactions physiologiques sévères de peur, panique, tachycardie, tremblement. Une détresse psychique lors de l'exposition à des éléments, des stimuli, évoquant ou ressemblant à un aspect du trauma. Et le sentiment d'être paralysé par la peur. Ce qu'on retrouve dans ce critère B, donc les symptômes d'intrusion dont je vous parlais tout à l'heure, c'est l'activation d'une partie de soi qui est restée fixée dans l'événement traumatique et qui revit cet événement quasiment à l'identique du trauma originel. Pour le critère C, on remarque des efforts importants pour éviter les pensées, les sentiments qui peuvent activer le souvenir traumatique. Par exemple, je compense par le travail, je consomme de la drogue ou de l'alcool, je me perds dans des divertissements ou dans des jeux pathologiques. Une amnésie partielle, une incapacité à se souvenir d'éléments importants du souvenir traumatique, typiquement en raison d'une amnésie dissociative et non pas du tout à cause de facteurs physiologiques ou les consommations de produits. On retrouve également des tentatives d'évitement des stimuli associés au trauma et des rappels externes comme les photos, les personnes, les lieux, les objets. Des difficultés ou une incapacité à profiter de la vie ou à éprouver de l'amour. Un émoussement émotionnel, cette difficulté à ressentir ses propres émotions. L'isolement social et l'aversion vis-à-vis du fait de parler de son vécu traumatique. Ici, la part de la personnalité le plus souvent occupée à répondre aux responsabilités de la vie quotidienne, la PAN, manifeste un comportement d'évitement qui est adaptatif. Ça permet de réaliser sa mission, sa vie, d'être connecté à soi-même sans être impacté par les intrusions qui ont été présentées dans le critère B. Le critère D, ce sont les symptômes de suractivation, irritabilité, colère, tension, hypervigilance, troubles du sommeil, troubles de la concentration. Le critère E sont les symptômes de sous-activation, émoussement affectif, désintérêt pour la vie affective, détachement extrême, sentiment de devenir étranger aux autres,
réduction de l'intérêt pour les activités qui sont importantes, somnolence, perte de conscience temporaire, anesthésie corporelle jusqu'à l'impossibilité de bouger ou de réagir. C'est ce qu'on retrouve dans les symptômes de sous-activation. Dans des situations où notre intégrité pourrait être menacée, comme par exemple quand on a des anticipations anxieuses, certaines régions cérébrales s'activent pour réagir immédiatement. C'est la suractivation. Comme des animaux le feraient s'ils étaient poursuivis par un prédateur. Ça, c'est le critère D qui s'active. Ce mécanisme va se faire au détriment d'autres fonctions qui sont mises hors circuit. C'est la sous-activation, critère E, pouvant aller jusqu'à faire le mort pour économiser de l'énergie. Dans l'état dissociatif, chacune de ces attitudes extrêmes peuvent appartenir à différentes parts de la personnalité. Il peut y avoir une part suractive et une part sous-active. Donc là aussi, par exemple, chaque semaine, en travail à domicile, on peut demander au patient de cocher les symptômes dissociatifs qui auront été présents pour lui. L'idée, c'est vraiment de le faire travailler sur une meilleure connaissance de lui-même et de ses symptômes. En complément de ce questionnaire à remplir régulièrement, l'intention de l'exercice est de lister des comportements, des activités qui pourraient être mises en place par le patient pour l'aider lorsqu'il souffre d'un de ces symptômes. Ou encore de décrire pour chacune de ces 4 parts, les symptômes d'intrusion, d'évitement, de suractivation et de sous-activation, pour chacune des 4 parties, un moment où vous en avez été conscient. Dans ce moment où vous en avez été conscient, quelle a été votre réaction automatique? Et qu'est-ce qui pourrait vous aider au mieux pour comprendre cette partie-là de votre fonctionnement? On passe à l'état de stress post-traumatique complexe. Alors, comme information générale, c'est important de noter que chez les personnes qui ont subi des traumatismes chroniques, on remarque une manifestation de symptômes et de difficultés d'adaptation plus nombreux et des symptômes dissociatifs plus sévères que les patients qui ont souffert d'un épisode post-traumatique simple, ce qu'on a vu tout à l'heure. Si mes informations sont bonnes, en fait, ce diagnostic d'état de stress post-traumatique complexe, ce diagnostic n'existe pas encore dans le DSM-5. On retrouve plutôt ces manifestations dans ce qu'on appelle les critères étendus du diagnostic initial stress post-traumatique simple. Il est aussi appelé trouble de stress extrême non spécifié. Il a les 2 termes qui se traduisent en anglais par DESNOS. Ces critères sont catégorisés en 5 groupes: l'altération de la régulation des émotions, l'altération de l'attention et de la conscience, l'altération de l'image de soi, la symptomatologie corporelle et l'altération dans la perception des sens et de la perspective de l'avenir. On a plusieurs critères que vous pouvez retrouver. L'altération de la régulation des émotions, ce sont les changements émotionnels rapides et inattendus, les impulsions, les conflits entre les différentes parts de soi. Dans le critère numéro 2, l'altération de l'attention et de la conscience, on retrouve les amnésies, les switches attentionnels qui sont forcés en cas d'activation de plusieurs parts en même temps, et la déréalisation. Dans le critère numéro 3, on retrouve l'altération de l'image de soi avec un changement d'opinion vis-à-vis de soi-même. Je suis la plus belle et en même temps je suis un déchet de l'humanité, par exemple. Donc ces changements d'opinion vis-à-vis de soi selon la part qui est activée dans notre personnalité. Certaines parties étant très sévères et d'autres beaucoup plus empathiques, compréhensives ou valorisantes. Le critère numéro 4, c'est la symptomatologie physique, entraînant des douleurs chroniques principalement, sans explication médicale, comme des céphalées ou des troubles de la digestion, troubles urinaires ou constipation chronique. Ça, c'est les principales pathologies liées à la dissociation, tout ce qui est le système nerveux, donc le cerveau, premier cerveau, ou le deuxième cerveau, tout ce qui est lié à la digestion.
Nous savons maintenant que les personnes qui ont été polytraumatisées sont plus vulnérables que les autres pour contracter des maladies physiques. Et si la personne qu'on reçoit en thérapie souffre de pathologies somatiques, chroniques, comme des douleurs chroniques, il est donc important de l'encourager à être prise en charge sur le plan médical pour sa pathologie douloureuse. D'abord pour limiter l'impact des douleurs dans la vie du patient, mais aussi parce que ces symptômes peuvent bloquer ou empêcher le processus thérapeutique psychologique. En effet, si les douleurs s'aggravent au cours de la thérapie parce qu'on est en train de toucher à des mécanismes de défense puissants, ça peut du coup empêcher la thérapie d'avancer correctement. Le critère numéro 5, l'altération dans la perception des sens et la perspective de l'avenir, c'est un sentiment de désespoir et de vulnérabilité concernant l'avenir, perçu aussi, l'avenir est perçu comme noir en fait, aussi noir que le passé qui a été vécu par la personne. D'autres parts de soi peuvent avoir un avis différent sur l'avenir et la perception du monde, donnant lieu à des changements d'opinion sur le sujet. En tout cas, ce qu'on retrouve, c'est une incapacité à se connecter à l'instant présent et une grande difficulté à donner du sens aux événements de la vie, à trouver des perspectives d'avenir. Et on finit le 3e trouble avec le trouble dissociatif de l'identité, qui en fait, ce sont les patients qui ont un trouble dissociatif de l'identité vont percevoir les différentes parts de soi comme des identités indépendantes les unes des autres, fonctionnant de manière indépendante les unes des autres et ayant leur vie à part. Donc si vous avez vu le film Split, qui est à mon sens un peu exagéré, surtout sur le dernier quart d'heure du film, mais en fait on retrouve, concrètement ça parle de ce trouble-là. Dans sa définition, c'est une pathologie qui est caractérisée par une multiplicité psychique, à travers l'identification de 2 identités ou plus, qui sont en réalité des parts du soi. La personne s'identifie alternativement à l'une ou à l'autre de ces parts, sans jamais avoir en fait ce sentiment d'une unité intérieure, quelles que soient les expériences de la vie. Cette notion en fait de discontinuité, elle est reprise dans les critères diagnostiques du DSM et elle est décrite comme, je cite, une rupture de l'intégration normale du fonctionnement psychique. Auparavant intitulé Trouble de la personnalité multiple, le DSM-5 a modifié l'intitulé en Trouble dissociatif de l'identité, qui permet de s'éloigner en fait de la dénomination très discutable de personnalité, pour mettre l'accent sur le fait qu'il s'agit plutôt de systèmes mentaux dissociés au sein d'une même personne. Les critères diagnostiques du DSM-5. Le premier critère, c'est donc relatif à des états de personnalité distincts, évidemment, avec une discontinuité marquée du sens de soi, accompagnée d'altérations des affects, du comportement, de la conscience, de la mémoire, de la perception, de la cognition ou encore du fonctionnement sensorimoteur, observé par les autres ou bien rapporté par le sujet lui-même. On remarque également de fréquentes pertes de mémoire dans le rappel d'événements quotidiens, d'informations personnelles importantes ou d'événements traumatiques qui ne peuvent pas être des oublis ordinaires. Les personnes souffrant d'un trouble dissociatif de l'identité vivent des intrusions récurrentes et inexplicables dans leur fonctionnement conscient. Par exemple, des voix, des actions ou un discours dissocié des pensées, des émotions ou des impulsions intrusives. Des altérations du sens de soi, par exemple des préférences qui peuvent être différentes, et des sentiments donnant l'impression au sujet que son corps ou ses actions ne sont pas vraiment les siens. Des changements étranges des perceptions, donc on parlait tout à l'heure de la dépersonnalisation ou la déréalisation, comme le fait de se sentir détaché de son corps. Ou encore des symptômes neurologiques fonctionnels intermittents. Ces symptômes, en fait, sont à l'origine d'une détresse significative ou d'une altération du fonctionnement global. Et enfin,
la perturbation ne fait pas partie d'une pratique culturelle ou religieuse largement admise. Les symptômes ne sont pas imputables non plus à une substance ou à une autre affection médicale. Dans le discours, je vous l'ai déjà dit en introduction, mais le discours du patient est toujours le même. Je ne comprends pas certains de mes comportements, je comprends pas ce que je vis, j'ai peur de devenir fou, je sais pas vraiment qui je suis, la personne qui a subi ça, c'est pas moi, les choses qui se sont déroulées sont indépendantes de ma volonté, etc. Je vous en parlais dans la vidéo numéro 1. Dans les symptômes que l'on retrouve, on retrouve par exemple l'entente de voix ou les visions de soi qui peuvent être différentes, correspondant chacune à nos identités. Par exemple, moi j'avais reçu un patient qui expliquait qu'en fait, il avait différentes perceptions de lui-même. Donc c'était un homme, et il avait une perception de lui qui était double. Et c'était arrivé un moment où il s'était dit je peux avoir des avis contraires sur les choses. Et donc, pour lui, c'était pas normal d'avoir des avis contraires sur les choses. Par exemple, il citait l'exemple de la peine de mort. Il disait, la peine de mort, je peux être pour, mais je peux être aussi contre. Et ce qu'on pourrait appeler cette opinion qui était divergente, en fait, il pouvait être à la fois pour et contre au sein de la même personnalité, du coup, l'a amené à dissocier son fonctionnement, c'est-à-dire qu'il y a une partie de moi qui est pour et il y a une partie de moi qui est contre. Donc en fait, il avait identifié un homme et une femme. Et il était arrivé une fois qu'il visualise son corps avec une physiologie féminine. Donc dans ce sens-là, voilà, c'était pour donner un exemple des différentes perceptions du soi. On a aussi la possibilité de donner un nom à chacune de ces identités. Donc ça, dans le film Split, on a notamment, je me souviens plus des termes, mais je sais qu'il y a une personne qui s'appelle Patricia. Il donne un nom, un genre, un âge propre à chacune de ses parts. Chaque identité se distingue des autres par un mode de fonctionnement bien différencié. Le contrôle d'une identité sur les autres est le plus souvent total. Donc, lorsqu'une partie de soi est présente, elle a le contrôle sur toutes les autres, et accompagnée d'amnésie dissociative pour les autres parts, qui du coup n'ont pas le souvenir de ce que la part active est en train de faire. Et enfin, on retrouve une aggravation des troubles en période de stress. On finit sur cette vidéo-ci avec les autres troubles dissociatifs. On a par exemple le trouble dissociatif non spécifié, TDNS, qui correspond par exemple à des états de dissociation chez des personnes qui ont été soumises à des agissements prolongés de persuasion sous contrainte, ce qu'on appelle communément le lavage de cerveau, le redressement idéologique ou l'endoctrinement en captivité. On retrouve également la fugue dissociative, qui est caractérisée par un départ soudain et inattendu de son milieu de vie, accompagné d'une incapacité à se souvenir de son passé, d'une confusion concernant son identité personnelle, ou bien le fait d'adopter une nouvelle identité, bien évidemment en dehors de toute pathologie neurodégénérative. On retrouve l'amnésie dissociative, qui est caractérisée par une incapacité à évoquer des souvenirs personnels importants, habituellement traumatiques ou stressants. Cette incapacité ne s'expliquant pas par une mauvaise mémoire, évidemment. Et enfin, le trouble de la le trouble de la dépersonnalisation, déréalisation. Le symptôme principal, c'est la sensation d'irréalité, l'impression d'être irréel ou déconnecté de la réalité, comme détaché de soi ou observateur de la scène. C'est la sensation de ne pas être soi-même, souvent associée à une certaine perturbation de la perception qu'on appelle la déréalisation. La dépersonnalisation peut être une expérience familière pour beaucoup de gens, mais de façon générale, elle est assez furtive. Alors que dans le trouble de la dépersonnalisation, ces signes sont fréquents et associés à une certaine anesthésie émotionnelle.
Merci pour votre attention. Je vous propose maintenant de passer à la troisième partie de ce cours qui sera centrée sur les parts du soi et où je vais vous présenter les 5 parts de la personnalité traumatisée.